François Stanislas. Je rappelle, vous êtes avocat de droit public et effectivement, des noms ont jailli ces dernières semaines. Mais qu'est-ce qui oblige le président à agir? Rappelez-nous les conditions qui font que le président peut, ainsi qu'il l'a dit, affirmer qu'il n'a pas l'intention de nommer un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre avant la fin des JO mi-août. Et puis il a balayé, comme le disait Elsa Pariente, le nom de Madame Lucie Castex. Le droit est pour lui? Le droit est pour lui dans la mesure où l'article 8 de la Constitution prévoit que c'est au président de la République de nommer le Premier ministre. Donc il nomme le Premier ministre, j'allais dire qui il veut et quand il veut. Le président de la République, c'est l'arbitre de nos institutions, c'est le garant de la Constitution. Il doit nommer un Premier ministre. C'est l'article 8 qui le prévoit, le 8 de la Constitution. Mais il le fait quand il veut et il nomme qui il veut. Il y a une contrainte qui est une contrainte politique, c'est-à-dire qu'il doit nommer un Premier ministre qui va composer un gouvernement qui doit tenir compte du rapport de force politique à l'Assemblée. C'est la contrainte politique qui pèse sur lui. En revanche, aujourd'hui, vous faisiez référence au nom de Mme Castex, qui représente le nouveau Front populaire qui, à lui seul, ne constitue pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, le président de la République n'est pas tenu par ce choix. Et effectivement, est-ce que le NFP a une capacité d'imposer ses choix? C'est ce qu'il laisse entendre depuis ces derniers jours. Le nouveau Front populaire, il peut imposer ses choix, non, puisque juridiquement, ce n'est pas lui qui décide, qui doit être Premier ministre. On est effectivement dans un régime parlementaire. La Ve République reste un régime parlementaire, c'est-à-dire que le gouvernement est responsable devant la Chambre basse, devant l'Assemblée nationale, et donc le gouvernement est une émanation finalement de la tendance politique de l'Assemblée nationale. Mais donc, pour imposer ses choix, que faut-il faire? Il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale, que ce soit un parti majoritaire ou en tout cas d'une coalition, mais il faut qu'il y ait une majorité. Et le nouveau Front populaire en est extrêmement loin. Donc, il peut dire voici un nom. Nous sommes le premier parti, en tout cas la première force politique arrivée en tête des élections législatives. Certes, mais l'essentiel ici n'est pas d'être le premier, c'est d'être majoritaire. Alors, le nouveau Front populaire est le premier en voix, mais un nombre de députés, mais n'est pas majoritaire au sein de l'Assemblée-là. Donc, il n'a pas la possibilité d'imposer ses choix au président de la République. Plus que jamais, le président Macron assume son costume de maître des horloges lorsqu'il dit on va attendre que les JO passent. Il y a des dates butoirs, il y a des échéances quand même qui font que ce gouvernement démissionnaire devra laisser place à un gouvernement de facto. Alors, la date butoir, j'allais dire, c'est le 1er octobre, puisque nous avons le vote du budget qui doit intervenir. Le vote du budget, il est soumis, en tout cas par la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF du 1er août 2001, et donc qui prévoit la procédure budgétaire. Et donc, il doit y avoir un budget 2025 qui doit être présenté par un gouvernement pour ensuite être débattu devant l'Assemblée. Et ici, on est, j'allais dire, il y a un angle mort, puisque la question qui se pose, c'est est-ce qu'un gouvernement démissionnaire peut présenter un budget? Ouais. Et là, la réponse est incertaine, puisque d'aucuns diront que le gouvernement démissionnaire a pour fonction de assurer la continuité de l'État et qu'on ne peut pas assurer la continuité de l'État sans budget. Donc, un gouvernement démissionnaire peut présenter un budget. Autre tendance qui sera de dire un gouvernement démissionnaire n'a que vocation à expédier les affaires courantes, présenter un budget ne l'est pas. Donc ici, je ne peux pas être, moi, affirmatif, je peux vous présenter en tout cas ces deux visions des choses qui correspondent finalement à l'état de la situation dans lequel on est aujourd'hui, qui est une incertitude où chacune des parties prenantes essaye de tirer la situation à son avantage. On sent que certains partis rues dans les brancards ne sont pas satisfaits de cette situation. On peut s'attendre à des recours juridiques contre la situation actuelle Oui, mais alors pour qu'il y ait recours, il faut qu'il y ait une instance. Le Conseil constitutionnel, en tout cas, dans sa jurisprudence, s'est montré très réticent sur le contrôle, en tout cas, sur le gouvernement dit démissionnaire. Je pense notamment à ce qu'il a pu indiquer en 1988, après la dissolution prononcée par
par François Mitterrand, puisque nous avions eu un gouvernement démissionnaire, des députés élus, et puis ensuite un nouveau gouvernement qui avait été nommé. Alors on peut s'attendre à des recours. Il y a déjà un recours qui a été déposé par les filles sur l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, notamment dû au fait qu'il y a 17 membres du gouvernement démissionnaire qui sont également députés. Voilà, donc aujourd'hui, on peut s'attendre à des recours, mais on peut aussi, en tout cas, craindre qu'il n'y ait pas de réponse qui soit apportée par le Conseil constitutionnel. Voilà, des ministres qui sont en même temps députés. On est dans une situation un petit peu inédite. C'est le cas de Gabriel Attal, par exemple, Marc Fesneau, ils ont été élus. Là, on est dans un no man's land, dans des situations totalement nouvelles. Qui est légitime à éclaircir le Conseil constitutionnel? C'est un jeu politique. Quelle lecture faut-il faire? Alors, il faut faire la lecture, il faut prendre l'article 23 de la Constitution qui nous dit qu'il y a une incompatibilité entre être membre du gouvernement et être parlementaire. C'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Et c'est écrit de façon très claire dans l'article 23 de la Constitution. Vous allez dire, ça c'est l'esprit. Maintenant, il y a la lettre. Et la lettre, c'est la loi organique qui nous dit effectivement que, eh bien, il y a cette possibilité qu'il faut assurer la continuité de l'État, et puis on comprend qu'un député peut devenir ministre, et donc on prévoit qu'il y a l'incompatibilité, en tout cas on la met entre parenthèses, l'incompatibilité parlementaire, gouvernement, on la met entre parenthèses, c'est la loi organique qui nous dit, dans un délai d'un mois compté de la nomination comme membre du gouvernement. Donc ici, ce délai, on prévoit une situation dans laquelle un député devient ministre. Là, on est dans une situation qui est inverse, où on a des ministres qui deviennent députés. Et donc, voilà le flou juridique dans lequel on est, c'est-à-dire que, eh bien, le gouvernement actuel, le président de la République, joue un peu sur cette ambiguïté-là, sur cette possibilité-là, sur le pragmatisme de la situation qui fait que la nature ayant horreur du vide, on est bien obligé de faire comme si, puisque vous, Assemblée nationale, dans son ensemble, et je ne parle pas que pour un effet, n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur le choix d'un Premier ministre, eh bien, moi, je suis obligé, au nom de la continuité de l'État, d'avancer. En revanche, on est dans une situation qui, par rapport à l'esprit des institutions, à l'esprit de la République, ce qui est complètement... on tord le droit. Admettre, et d'une phase sur une durée aussi longue, 7 juillet, nous sommes le 25, ça commence à faire long maintenant, considérer qu'on puisse maintenir cette dérogation exceptionnelle qui normalement doit être une affaire de quelques jours, entre être membre du gouvernement et député, ça fait franchement non. Donc je ne sais pas s'il y a déjà entorse à la Constitution ou on est sur des situations borderline. Et puis je reviens sur les démonstrations de LFI qui éructent de plus en plus et qui lancent des noms. Il y a le jeu d'aujourd'hui et il y a la préparation du terrain pour 2027. Là, comment les forces en présence se positionnent selon vous? C'est ce que je vous disais en préambule de notre entretien. Effectivement, vous dites que LFI éructe, on peut le dire que c'est un peu genre cette situation-là, en imposant un choix tout en n'étant pas majoritaire, et donc finalement en cassant la situation, ou en tout cas en créant, et je pense, sans trop m'avancer, finalement en se complaisant dans cette forme de chaos, j'allais dire, de chaos institutionnel qui permettra à la personne qui est le chef du parti LFI, qui a un peu éructé quand il veut sur la Ve République, mais qui en apprécie énormément le caractère personnel, qui est effectivement Jean-Luc Mélenchon, qui ne rêve que d'une chose, eh bien de préparer les élections de 2027. Donc on sent bien ici, au-delà de la question purement juridique, qu'il y a des attitudes qui font qu'on n'est pas dans une optique union nationale, de chercher une coalition avec l'ensemble des forces en présence, mais de préparer un terrain, si possible, par une guerre de tranchées. Et le pacte législatif, c'est une hypothèse qui peut se concrétiser à court terme? Alors, elle peut se concrétiser, j'allais dire, juridiquement, plutôt théoriquement, oui, elle peut se concrétiser, mais en revanche, elle implique de la part des forces en présence à l'Assemblée nationale, d'arriver à trouver une majorité. Le problème de trouver une majorité dans la composition actuelle telle que nous l'avons, c'est de tenir compte de LFI, d'une part, et du Rassemblement national, d'autre part. Et donc ici, une prise en étau qui, de fait, va fragiliser, en tout cas, rendre compliqué
cette hypothèse-là. Donc certains croyaient qu'il suffisait de trouver un nom de quelqu'un, premier ministrable, qui recueille l'assentiment de la NFP, mais il y a plusieurs étapes. C'est pas tout d'avoir un gouvernement. Il s'agit pas qu'ils doivent se soumettre au bout de 2 jours, 3 jours. Il faut qu'ils puissent tenir, hein, c'est ça. Le problème du gouvernement aujourd'hui, c'est qu'on est, je vous disais, on est dans un régime parlementaire, donc ce qui fait que le gouvernement, il est responsable devant le Parlement. Aujourd'hui, si vous mettez un gouvernement au nouveau Front populaire, très bien, c'est le premier parti arrivé en tête. Soit maintenant, que peut-il se passer si, le gouvernement va présenter un projet de loi, ou en tout cas que sa responsabilité pour être mis en cause, et bien la 49 alinéa 2 de la Constitution permet aux parlementaires de prendre faire une motion de censure, donc c'est-à-dire avec 289 députés, de renverser un gouvernement. Cette hypothèse est tout à fait envisageable, puisque le nouveau Front populaire peut réunir 289 députés contre lui. Donc le gouvernement ne durerait pas très très longtemps. Merci beaucoup François Stanislas pour ces explications. Je rappelle, vous êtes avocat en droit public, enseignant à l'Université catholique de Lyon, et merci d'être revenu sur le report de la formation d'un nouveau gouvernement à part Emmanuel Macron, qui reporte ça à l'après JO. Et effectivement, ce feuilleton, ce rebondissement politique, la domination d'un Premier ministre, d'un gouvernement, ça devient un vrai marathon, hein, comme quoi la politique aussi, c'est du sport.